bienvenue sur le plateau de Téléfoot. À notre programme aujourd'hui, 3 rencontres de championnat de première division. Sochaux contre Nantes, Georges Dominique est en direct à Sochaux avec de nombreux invités. Philippe Huy était notre envoyé spécial au Parc des Princes pour Paris Saint-Germain contre Monaco. Et Bernard Arnault, lui, s'est rendu à Auxerre pour la rencontre opposant le leader au dernier Saint-Étienne. Ensuite, nous verrons un sujet sur Laval. Laval qui, pour la première fois de son histoire, est européen. C'est Frédéric Jaillant qui s'est rendu à Laval. Didier Roustan, lui, revient de Copenhague pour nous parler de la rencontre France-Danemark de football. Il nous dira sans doute les raisons de la défaite des Français. Il y aura aussi une séquence internationale importante qui a été confiée à Frédéric Jaillant, avec notamment des matchs comptants pour le championnat d'Europe des nations, pour la qualification aux Jeux Olympiques, des matchs amicaux et aussi, bien sûr, les buts étrangers des championnats anglais ou allemands. Mais tout de suite, nous partons pour Sochaux, où nous attend Georges Dominique avec ses invités. À vous, Sochaux. Merci Jean, on va tout de suite vous les présenter, ils sont 5. Le monsieur à lunettes, c'est le président du football club de Sochaux, monsieur Touzery. Il y a également René Hauss, le manager général du club, Pierre Mosca, le jeune entraîneur du football club de Sochaux, et à ma droite, l'espoir, il a 20 ans, Jacques Colin, ancien international junior, et puis un peu l'ancien de l'équipe, Albert Rust. Alors on en vient au fait, il fait très gris, il pleut ce matin sur la Franche-Comté, on est plutôt gris car on a perdu hier soir contre Nantes, et pourtant on avait très bien débuté à Sochaux, Pierre Mosca, 2 victoires pour les 2 premières journées, et depuis 6 matchs sans victoire. Sans victoire et sans but, et il est vrai que je ne retrouve pas l'équipe fringante du début de saison. Perdre contre Nantes hier soir, c'était dans le domaine du possible. Ce qui me chagrine un peu plus, ce sont les 2 points perdus contre Laval, dont on pouvait penser que c'était une équipe à notre portée. Alors pourquoi elle est moins fringante cette équipe? Justement, c'est la question que je me pose. Les garçons sont les mêmes, à une semaine d'intervalle. Le fait qu'on ne marque plus de buts, c'est une préoccupation. Je situe ça au niveau moral, je pense. Il y a certains trucs peut-être qui n'ont pas fonctionné. On s'attache à corriger ça. Précisément, vous allez peut-être pouvoir le corriger tout de suite à la vue des images du Stade Bonnel hier soir où donc le champion de France Nantes était en visite. Nantes contre le football club de Sochaux. Il faisait un temps très pluvieux hier soir aussi sur la Franche-Comté et nous allons tout de suite voir sur cette belle pelouse Tintin Aguerbec, le 7 jaune, qui après avoir quitté Nantes explore aujourd'hui le terrain de Sochaux. Il est ici avec Anziani. Les 2 hommes avaient marqué 2 buts chacun au cours des 2 premiers matchs et puis le silence total, on vous l'a dit à Sochaux, 0 but pour les 5 derniers matchs. Rencontre en tout cas ici amorcée vivement par Nantes, Nantes qui joue en blanc et qui attaque ici. Et c'est Bucher qui hérite d'entrée de jeu d'un corner. Vous voyez que les Nantais ont engagé ce match très rapidement. Le ballon passe tranquillement. Vous voyez que les jaunes ne repoussent pas et que Poulain a tout le temps d'adresser un tir en direction de la cage de Rust qu'il a manqué au passage. Tout cela à la 2e minute. Les jaunes en tout cas avaient beaucoup de mal à entrer dans le match et la mobilité de Nantes, vous l'avez constaté ici sur ces images, prenait rapidement le dessus. Maxime Bossis s'en donnait à cœur joie. Il y avait beaucoup de trous, un trou entre la défense et l'attaque. Et ici, un ballon de Bax Bossis à Ali Lodzik qui est passé encore très près de la cage du gardien sochalien à la 12e minute. Les Sochaliens qui commettaient même quelques bévues, comme ici Jean-Luc Ruti, leur stopper, qui s'est rattrapé, enfin comme il l'a pu, sur la personne d'Ali Lodzik. C'est un coup franc pour l'équipe championne de France que tire lui-même Ali Lodzik, qu'il avait parfaitement réussi à plusieurs reprises l'an passé. Pour l'instant, c'est manqué, toujours 0-0, alors que les Sochaliens bénéficient ici d'une touche à la 17e minute. Aguerbec, qui voulait bien sûr se distinguer contre son ancienne équipe. C'est parti très loin à côté, mais le ballon a été détourné au passage. Corner rapidement joué par Lubin. Et puis par Santos ici qui donne un ballon pour la tête d'Anziani. Quant à Lubin, bien sûr, il est seulement entré en jeu en 2e mi-temps. C'était la première réaction sochalienne. Alors que les Nantais repartent ici, mais que finalement les Sochaliens se reprennent un petit peu. Rossi donne un bon ballon à Aguerbec, mais le grand Bossis est de retour. Et vous avez le droit à ce beau petit numéro entre Aguerbec et Bossis. Tout cela dans les bras de Jean-Paul Bertrand Demann. Les spectateurs sont un peu rassurés. Sochaux va un peu mieux, c'est moins laborieux. Ici Santos, mais tout cela est un peu à l'image du match. Cette équipe sochalienne qui n'arrive pas à accélérer, qui bute inexorablement sur la défense blanche. Bossis contre-attaque une nouvelle fois. Vous voyez que les Sochaliens ne sont pas très agressifs. On donne en retrait à Adoncor.
Le ballon est entre les pieds d'Amis. Regardez le superbe numéro entre Amis et entre Ali Lozic. Et c'est le 0-1 pour Nantes à la 32e minute du match. Une action absolument remarquable entre Loïc Amis et Ali Lozic qui a bien purgé son match de suspension. Tout cela est magnifiquement joué dans un moussoir de poche. C'est rapide, précis. Et ça va sous la lucarne d'Albert Rust. 1-0 pour Nantes. C'est sur ce score que M. Banali et ses juges de touche rentrent au vestiaire. On se retrouve en deuxième mi-temps avec un long dégagement de Bertrand Demann. Une petite erreur du jeune Sauzé dont profite ici Ali Lozic. Mais il est bien déporté, alors il tente sa chance. Rust touche le ballon qui part en corner. Et cette fois, on voit un peu plus en ce début de deuxième mi-temps les Sochaliens, comme ici Lubin qui vient de remplacer Santos, qui est contré. C'est Lubin qui tire lui-même ce corner. Les Nantais n'arrivent pas à repousser. Tir de Dreossi pour Anziani. Vous voyez que les jaunes se montrent maintenant un peu plus pressants. Adoncor aux prises avec Dreossi. Tout cela se terminant là-bas de l'autre côté en touche. Remise en jeu pour Sochaux qui essaye bien sûr de refaire son retard. Et puis un gauche ici instantané du jeune Jackie Collin que nous retrouvons tout de suite après ce résumé. Donc Sochaux, vous le constatez, va beaucoup mieux et court après son égalisation. Ici la 70e minute du match. Posca qui a donné à Lubin, Agerbeck bien placé, surtout Collin. Mais Bertrand Demann est fort bien sorti dans les pieds du jeune milieu de terrain sochalien. Toujours 1-0 pour Nantes. On se retrouve ici 4 minutes plus tard. Et Bertrand Demann qui va encore une nouvelle fois briller. Didier Simon, il va briller sur ce tir d'Agerbeck dont le ballon pouvait bien partir dans la lucarne. Nouvelle tête, Agerbeck, Anziani et toujours Bertrand Demann qui sont donnés à cœur joie sur ce gazon mouillé. Les trompettes résonnaient un peu plus. Un tir encore ici d'Anziani. Et Bertrand Demann une nouvelle fois à la parade. Les Nantais commençaient à se méfier. Adoncor, Bibard. Et puis Barankelli qui arrive à la rescousse, mais dans le décor. Et puis à 10 minutes de la fin, on peut le dire, les Nantais allaient même avoir tout de suite une balle de 2-0 après cette tentative de Sochaux et d'Agerbeck. Les Nantais contre-attaquent. C'est Bucher qui sert ici Ali Lozic, sans doute à la limite du hors-jeu, mais Rust évite le 2-0. On va tout de suite revoir ce plongeon final. Sochaux, 6 matchs sans avoir marqué un but. Et pour Nantes, on peut le dire, ça ne va pas mal du tout. Jean-Claude Ciodo, vaincre à l'extérieur avant un déplacement en Coupe d'Europe des Champions, c'est important pour la sérénité. Il est vrai que lorsqu'on parle d'une victoire à l'extérieur, aussi bien pour le championnat que pour juste avant un match de préparation de Coupe d'Europe, moralement c'est très important. Alors comment vous sentez battre le pouls de cette équipe à 3 jours de son déplacement à Vienne? Écoutez, déjà dans la semaine qui a précédé ce match, elle me semblait nettement plus vivante, beaucoup plus concernée et on sent très bien que les motivations montent progressivement à l'approche de ce match. Enfin Patrice, ça fait donc 14 saisons, alors vous connaissez sur le bout des doigts Nantes, alors est-ce que c'est un super Nantes que l'on verra cette saison en Coupe des Champions? Bah écoutez, c'est difficile à dire dans la mesure où en ce moment on a quelques petits soucis d'effectifs puisqu'il y a quelques blessés et quelques malades. D'ici mercredi, on pourra peut-être éventuellement récupérer un joueur ou deux. Ceci dit, vu la prestation de l'équipe de Nantes ce soir à Sochaux, c'est de bon augure pour mercredi. Victor Hugo. Oui, être footballeur ici, dans ce cadre du Stade Bonal, c'est un peu particulier. Alors un jeune à côté de nous, Jackie Collin, qui a 20 ans, et puis l'ancien capitaine Albert Rust. Alors quel a été votre itinéraire? Vous avez 30 ans aujourd'hui, vous êtes venu à quel âge, Albert? Je suis venu en 72, donc à 19 ans. Je suis venu d'un petit club de la banlieue de Mulhouse, Wittelsheim, qui à l'époque jouait en 3e division. Et depuis, je n'ai pas quitté Sochaux. J'attaque ma 12e saison au club. En plus de 10 ans ici à Sochaux, vous n'avez jamais eu envie de partir? Disons, si, j'ai songé à partir des fois, notamment durant l'époque avec Joël Batz, l'alternance durant 2 ans. Là, j'ai songé à partir. J'ai failli partir d'ailleurs, mais bon, ben, au dernier moment, le club où je devais aller s'est désisté. Puis le soir a décidé ainsi que je reste à Sochaux. Oui, c'est vrai, Batz alternait avec Rust il y a quelques années. Batz, le gardien de l'équipe de France et l'équipe d'Auxerre. Alors vous, Jackie Collin, vous êtes arrivé encore beaucoup plus jeune là à Sochaux. Oui, je suis arrivé à l'âge de 8 ans.
Et j'ai gravi tous les échelons au club, en poussin, pupille, minime, cadet. Vous avez même fait une Coupe d'Europe à 18 ans. Ça vous manque cette Coupe d'Europe? Ben oui, on y prend goût quand même, la Coupe d'Europe. C'est très important pour nous, pour notre performance personnelle, pour la collectivité. Alors actuellement ici à Sochaux, c'est un peu la pépinière de l'équipe de France junior. Vous êtes une bonne demi-douzaine, donc c'est une équipe d'avenir. C'est vrai que l'équipe de Sochaux est très riche en internationaux. Et je pense qu'elle pourra faire parler d'elle dans les prochaines années. Alors en ce qui vous concerne, vous souhaiteriez un jour jouer dans d'autres clubs comme le Paris Saint-Germain, Monaco par exemple, ou d'autres grandes formations? Monaco, ça me plairait assez. C'est une équipe qui joue très bien au football. Moi, j'aime bien le ballon, donc ça me plairait beaucoup. Voilà, Monaco, je pense que l'on va la voir, cette formation Jean Rénal. Voilà, je vous renvoie la balle pour l'instant. Bien oui, merci Jean-Dominique, et à tout à l'heure, bien sûr, nous appellerons plusieurs fois pour cette émission Sochaux. Maintenant, nous passons à une autre rencontre qui avait lieu hier au Parc des Princes Philippe-Huy. Parc des Princes qui était presque comble, il y avait beaucoup de spectateurs donc, mais il semble que cette équipe de Monaco ne réussisse pas décidément au Paris Saint-Germain. Effectivement, dans la mesure où l'année dernière, donc, Monaco avait gagné 1-0 contre le Paris Saint-Germain et que depuis, Paris Saint-Germain n'a pas perdu sur son terrain. Alors, c'était une belle occasion donc pour les Parisiens. Voilà, une belle occasion aussi pour les Parisiens de prendre leur revanche et aussi de ne pas se laisser distancer au classement, car au début de la rencontre, ils avaient tout de même déjà 3 points de retard sur l'équipe de Lucien Muller. Le match commence dans les brumes et pourtant il n'y a pas de brouillard. Ce sont les feux de Bengale des supporters parisiens. Et vous l'avez vu, ces feux de Bengale, ils sont rouges. Rouge, c'est la couleur aussi des maillots de Monaco. Et il faut bien dire que ce sont surtout les Monégasques qu'on a vus au début de la rencontre, puisqu'il se crée les meilleures occasions, notamment sur cette action où Krause se retourne bien, mais son tir passe à côté des buts de Dominique Baratelli. Cette pression monégasque est tout de même un petit peu surprenante dans la mesure où les Parisiens, je vous l'ai dit, ont l'habitude de faire la loi chez eux, sauf apparemment contre Monaco. Et cette fois-ci, c'est encore Amoros qui va tirer d'environ 25 mètres et qui met Dominique Baratelli à contribution. 15e minute maintenant, toujours Monaco à l'attaque. Pour l'instant, il n'y a eu que. Et vous allez voir, à la suite de cette belle combinaison, belle action de Bravo qui donne pour Gengini, mais finalement Baratelli s'en sort bien, réussit à détourner. Et Couriol, lui, va dégager tranquillement en touche. Vous allez voir l'action dans la continuité. On est à la 15e minute, Bravo est revenu pour faire la touche, il a donné à Amoros. Bellone récupère la balle. Bellone se retrouve face à Couriol, il le déborde, il centre et finalement c'est Gengini qui marque le premier but. Gengini a sauté le plus haut, 1-0 pour Monaco. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est tout à fait logique. Monaco domine, Monaco marque. C'est donc tout à fait normal. Vous revoyez ce but, le débordement, le centre de Bellone, la remarquable tête avec l'aide du montant. Et 1-0 donc pour Monaco. On pense bien sûr à ce moment-là que Paris va se ressaisir. Eh bien, pas du tout, puisque l'action suivante, c'est encore une action monégasque, un tir de Benoît plus précisément, qui met Baratelli en danger. Baratelli s'est bien couché donc pour arrêter cette balle de Benoît. En fait, la première action sérieuse du PSG, il a fallu attendre la 21e minute précisément pour la voir. Elle a été menée sur le côté droit et c'est Dominique Rocheteau qui va réussir à centrer. Tout le monde se jette et finalement c'est Leroux ou le point de Ettori qui sortent cette balle et Leroux donc qui la met en touche. Dernière action maintenant de la première mi-temps et comme toujours ou presque dans ces 45 premières minutes, elle est apportée à l'actif de Monaco et finalement vous voyez c'est Amoros qui a tiré, qui a été légèrement contré par Couriol et Baratelli a réussi une belle détente, ce qui permet donc à Monaco de ne mener que 1-0. On reprend la deuxième période comme on a quitté la première, c'est-à-dire par une domination de Monaco, une nouvelle action donc de Monaco, une longue transversale sur le côté gauche et finalement une superbe talonnade de Bellone. Amoros glisse au milieu et un tir de Bijota qui passe au-dessus des buts de Baratelli. Lucien Leduc décide alors de faire rentrer Toko, son 13e homme, à la place de Daleb. Il a déjà fait rentrer Zaremba à la place de Lemou. Vous allez voir que cela a son importance puisque sur pratiquement la première action, Toko est fauché par Puel. Puel donne une petite tape amicale à Toko. Il ne pense pas que c'est grave et pourtant c'est sérieux puisque
Toko est évacué. Il est victime d'une fracture du péroné. Il ne pourra donc pas jouer probablement avant 3 mois. Les Parisiens sont alors bien sûr réduits à 10. Ils ont utilisé leurs 2 jokers et ils sont sérieusement malmenés, notamment sur cette action où Krause rate sa reprise dans les dernières minutes de la partie. Et la dernière action est pratiquement la même, c'est-à-dire sur un contre. Les Parisiens ont essayé d'égaliser, mais ils n'ont pas réussi à y parvenir. Et ce sont les Monégasques qui se sont créés les meilleures occasions. Cette fois-ci, c'est Bravo qui tire au-dessus. Dommage, il se prend la tête à 2 mains. Dommage, mais pas grave. 1-0 pour Monaco, comme l'an passé. Et sur la physionomie de la rencontre, Jean Rénal, on peut dire que ce n'est pas volé. Donc j'y étais d'ailleurs, effectivement. Monaco a effectivement mérité de gagner. Alors, la transition va être facile. Là. Samedi prochain, il y a Monaco-Auxerre. Donc les 2 premiers, eh bien Bernard Arnault lui était à Auxerre. Auxerre, une équipe surprenante, on n'arrête pas de le répéter, si bien que ce n'est presque plus une surprise. Mais tout de même, gagner 7 matchs consécutivement, c'est presque un record. Oui, c'est peut-être un record. Je sais pas, j'ai pas consulté les archives et Didier Roustan ne m'a pas dit si c'était exact parce que vous savez que c'est notre Bible. En tout cas, au vu du match là d'hier soir, j'ai vu Monaco là, sur les images de Philippe Pouy. Et bien, je pense que hier, Auxerre n'aurait pas pesé lourd dans la balance au vu du match que nous allons regarder. Un match pourtant qui avait attiré la grande foule puisqu'il y avait pratiquement 15 000 spectateurs au stade de l'Abbé Deschamps. Alors je vous propose de nous retrouver. Voilà, c'était là un peu la rencontre des extrêmes. D'un côté Auxerre qui s'accroche, match après match à sa première place, et de l'autre Saint-Etienne qui, lui, lutte avec ses faibles moyens pour quitter la dernière. À la 9e minute, on croit à l'exploit. Regardez, ce tir de Caro, mais Caro s'est été du bras et M. Di Bernardo refuse fort justement ce but. De la 9e, on passe directement à la 23e minute. Et là, ça va chauffer par les Stéphanois. Regardez. Zanon a perdu le ballon récupéré par Ferreri qui s'infiltre et tire, et Castaneda du bout des doigts dévie. Et regardez cette succession de loupés, c'est un petit peu le symbole de la rencontre d'hier soir. Les Auxerrois qui ont confondu toujours vitesse et précipitation. Et dans la minute suivante, Auxerre va bénéficier d'un coup franc, regardez. C'est Cuperli qui va reprendre, il rate tout d'abord et tire sur le poteau de Castaneda. Castaneda qui n'a pas bougé. Castaneda très sûr de lui hier soir. Quelques instants plus tard, il va avoir l'occasion de bouger. Regardez. Et c'est encore Ferreri qui va lui donner du travail. Et voilà. 0-0. Grâce à Castaneda, les Stéphanois atteignent la mi-temps sur ce score. Un score qui les satisfait. Regardez là, ce n'est pas un arrêt de jeu, c'est le match. On prend son temps. C'est toujours ça de gagner. Car hier, j'ai eu l'impression que les Stéphanois étaient venus à Auxerre, je ne sais pas, pour pas perdre, ou on ne savait pas exactement pourquoi. Regardez, Mahut. Personne ne l'attaque, ce qui fait qu'il remonte tranquillement. Mahut toujours, il s'infiltre. Et voilà. Et là, regardez, on repart dans l'autre sens. On pourrait penser que les buts auxerrois sont à gauche, et non, ce sont les buts de Saint-Etienne. Match sympathique, vous voyez. Et qui va récupérer le ballon? Eh bien, c'est Castaneda. Voilà, ça fait toujours quelques minutes de gagner. 59e minute, regardez, Castaneda va sauver son but sur cette tête de Zarma. En attendant, ça tourne toujours, rien au tableau d'affichage, jusqu'à la 85e minute. Regardez, Garand a remis, et voilà, Garand a remis la tête, et c'est Zarma qui marque le seul et unique but de la rencontre. Alors à mon avis, si Auxerre continue à jouer de cette façon, eh bien, sa place de leader sera en danger. Et si Castaneda n'est plus dans les buts des Stéphanois, bien on peut dire qu'il n'y a plus rien à Saint-Etienne et que Saint-Etienne est mûr pour la 2e division. Eh bien, merci Voilà, Bernard Arnault. Mais je pense que vous n'êtes pas fait des amis à Auxerre ni à Saint-Etienne, mais enfin, il faut dire la vérité après tout. Hein. Oui, à mon avis, à Saint-Etienne, ça va très mal actuellement. Hein. Oui, mais déjà, Didier Roustan a fait un sujet, alors on va pas y aller tout de suite. Alors, on va pas les Philippe, oui, les autres buts du championnat, enfin, 2 rencontres. Hein. Nous avons reçu seulement Nîmes et Lille. Oui, et je crois que la première est commentée par nos amis de FR3 Montpellier, Alain Marot plus précisément. Alors on va les voir donc maintenant, la première rencontre qui a été disputée vendredi soir. Les Nîmois ont bien réagi après leur lourde défaite nantaise en dominant une petite équipe lavalloise. 6e minute, première alerte pour le gardien Godard.
Partie remise pour les Rouges, nous sommes à la 10e minute, le capitaine de Nîmes, le Danois Nygaard, avance et centre au millimètre pour la tête de Kuben. 1-0. Nîmes va poursuivre son pressing et en toute logique doubler la mise à la 36e minute. Balle en profondeur de Deledic pour Goudard qui va fusiller Godard. Ce n'est pas une erreur, prononcez bien Goudard. On revoit le second but nîmois. Tête de Deledic et Claude Goudard devance l'arrière Saurin. Un but plein de sang-froid pour l'un des jeunes de cette équipe nîmoise. Réaction timide des Lavallois sur ce corner. Tête au deuxième poteau de Séné. À côté. 2-0 à la pause. Laval l'Européen nous devait une revanche. Voici la seule occasion de but des Mayennais. Une reprise de l'arrière Paillard, trop molle. Le gardien Morisseau a le temps de sortir le ballon du pied. Laval devait encaisser un troisième but à 9 minutes de la fin, un centre de Bacconnier.